Bonjour, bienvenue pour cette matinée App Innovation Day et ceux qui sont au centre de conférence pour l'après-midi. Merci à ceux qui nous rejoignent en ligne. On va passer 2 heures ensemble ce matin pour parler de la réunification de la puissance de l'AI et de la puissance du cloud pour votre développement. Je serai accompagné d'Éric Charbonnier, le CTO Data et AI pour Microsoft France, et de Louis Guillaume, qui est architecte dans la partie application et digital, et moi-même, Éric Grenon, CTO pour la partie digital et Appino. Alors, on vous a fait un agenda très simple, en 3 points plus un préambule. Idée, code, app. A priori, c'est assez simple. Tout ça, ça marche dans le cloud. Donc, c'est pour ça que nous avons le thème de la journée qui est de dire Idea to Cloud. On a des nouveaux paradigmes que vous connaissez, le cloud, qui permet d'avoir une puissance infinie, une disponibilité immédiate. Donc, je n'ai pas de sujet de ressources. L'intelligence artificielle, comment est-ce que je pense différemment les choses et comment est-ce que la machine va faire différemment les choses. Quand on réunit tout ça, on a un petit peu de magie. Idea to Cloud, c'est en 3 étapes, comme j'ai dit, c'est repenser comment est-ce que l'on fait son application. Ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, nous, en tant que développeurs, on démarrait à la deuxième partie, comment est-ce qu'on code une application. Maintenant, on a des nouveaux modèles qui nous permettent de dire qu'une application ne sera pas codée. Donc, en tant que développeur, on va devoir aider nos business pour leur dire, bah là, face à ton problème, je te propose une nouvelle approche. Non pas de créer un algorithme, non pas de créer une application, mais de penser différemment pour résoudre ce problème ou pour améliorer ton processus. Et peut-être du coup ne pas faire d'application. Ensuite, j'écris un code. Comment est-ce que j'écris plus efficacement un code ou un low-code ou un no-code? Mais comment est-ce que je fais ça plus efficacement? Et à la fin, j'obtiens une application. Une application, comment est-ce que je peux la faire différemment? Quels sont les outils ou quels sont les SDK, les frameworks qui me permettent de faire une application différemment? Et bien sûr, tout ça, ça fonctionne sur le cloud. D'où le thème de la journée, Idea to Cloud. Et on va démarrer tout de suite avec Éric. Merci Eric. Eh bien, on va démarrer directement sur le sujet qui est l'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine qui a beaucoup été bouleversé ces dernières années. Et si on refait un tout petit peu d'histoire, donc on se situe au milieu des années 50 où on cherche avec la machine à égaler en fait le cerveau humain. Donc, il y a les travaux autour de tout ce qui est Turing qui datent de cette époque-là. Au milieu des années 60 à peu près, on a les premiers algos de machine learning où on prend en fait des jeux de données et on va extraire de ce jeu de données des algos, donc des algos qui nous permettent de prendre par exemple des décisions. Et puis plus récemment, au début des années 2000, on a eu le concept de deep learning où en fait, on part sur ce qu'on appelle un apprentissage automatique, où on parle beaucoup de réseaux de neurones dans cette technologie-là. Vous avez un signal en entrée et vous essayez de reproduire en fait ce signal en sortie et dire, ben voilà, si c'est une image de chat qui est en entrée, il faut que le réseau de neurones puisse me dire que c'est bien un chat. Et c'est valable en fait, quelle que soit la thématique. Ça peut être du son, ça peut être de la vidéo. Et puis ça peut être également de la reconnaissance de texte. Donc à partir de là, on a également intégré ces algos de deep learning dans tout ce qui est traitement de la donnée et de la prise de décision. Il s'est passé quelque chose en 2017. En 2017, Google a sorti un white paper sur les transformers et qui va changer un petit peu la donne. On reste sur le domaine de ce qu'on appelle le deep learning, mais on va pouvoir créer ce qu'on appelle du contenu à partir d'un mécanisme dit d'attention. Et à partir de là, on a développé toute une engineering qui permet eh bien, de générer soit du texte, soit de l'image. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ces IA de type génératif. Alors, on va revenir sur certaines notions dans les prochaines minutes, mais il y a un concept clé que vous allez retrouver dans vos applications, puisque c'est bien le but de la journée, c'est pas faire que de l'IA, c'est le concept de prompt et comment on forme un prompt pour pouvoir interroger cette IA. Juste un petit rappel, une IA, quelle qu'elle soit, enfin de type deep learning,
donc de type IA générative, c'est en fait un modèle. Ce modèle a été entraîné sur des données. Et à partir du moment où le modèle est construit, donc entraîné, on va pouvoir l'inférer. Pour pouvoir l'inférer, on va utiliser le concept de prompt, poser en langage naturel une question au modèle et avoir effectivement la réponse au bout. C'est super simple, sauf que pour pouvoir construire ces modèles, on en verra un petit bout tout à l'heure dans les démos, il y a un certain nombre de concepts qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais le modèle, lui, va vous répondre quelque chose qui correspond effectivement à vos attentes. Et typiquement, que ce soit pour du chatbot ou des applications métiers, eh bien, on passe par ce concept de prompt. Alors, le modèle, aujourd'hui, je vais aller assez vite là-dessus, c'est ce qu'on appelle des larges langages modèles. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ça reste du réseau de neurones. Mais ils ont été entraînés sur des quantités phénoménales de données. Typiquement, GPT-3, alors ça a été beaucoup relayé dans la presse, et sachant qu'on est à GPT-4 maintenant, a été entraîné sur un tel volume de données que Wikipédia était seulement 2% de ses sources de données. Donc 98% des données sont issues du web, etc., qui ont permis d'entraîner. C'est toi ou c'est... D'accord. Je reviens en arrière. Entraîner ce modèle. Évidemment, ces modèles, on va pouvoir les interroger, on va pouvoir également les spécialiser. Et c'est ce qu'on appelle du fine-tuning pour des tâches qui sont particulières. Alors, quelques notions rapides. La première, c'est ce qu'on appelle le prompt. J'en ai parlé, mais c'est quand vous êtes dans ChatGPT, vous posez une question, c'est un prompt. Alors, il y a derrière beaucoup de littérature, beaucoup de recherches sur le prompt, parce que ça peut paraître assez simple, mais plus vous êtes précis sur la façon dont vous allez interroger le large langage modèle, plus la réponse du LLM sera précise. Alors, vous avez différentes techniques, on reviendra sur certaines d'entre elles dans quelques instants, comme si je ne dis rien au LLM et je pose directement ma question, c'est ce qu'on appelle du zero shot, et puis je peux donner un exemple ou quelques exemples, donc je suis dans ce qu'on appelle du one shot ou few shot. On peut trouver des bibliothèques de prompt aujourd'hui sur le marché, et puis ça a donné naissance aussi à une discipline qu'on appelle le prompt engineer. Alors quand j'envoie un prompt, il va se passer un certain nombre de choses avec le LLM, et on va transformer ce prompt en embeddings. Donc c'est une méthode en fait d'encodage et de vectorisation en fait du texte que j'envoie. De la même façon, eh bien, le modèle, le LLM, est une énorme base d'embeddings. Et donc, on verra visuellement ce que c'est qu'un vecteur tout à l'heure, mais eh bien, quand je vais faire une requête, je vais proposer un embeddings et chercher en fait les embeddings dans le modèle qui ressemblent le plus à mon embeddings que j'ai soumis. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de co-similarité. Une autre notion qui est importante à partir du moment où j'utilise ces modèles, c'est ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, c'est la façon de décomposer le prompt. Et plus vous avez un prompt qui est long, plus vous avez de tokens. Et tout a signification dans les prompts. Si j'écris en lettres capitales, si je mets des espaces, si je mets des virgules, donc ça peut se traduire sous forme de token. Et dernier aspect, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est donc la possibilité d'entraîner ou de réentraîner une partie du modèle pour ses propres usages métiers. J'accélère un petit peu peut-être. Alors, comme vous le savez, donc, il y a un partenariat entre OpenAI et la société Microsoft. Donc aujourd'hui, on fournit donc, dans nos solutions
que ça soit, alors dans Azure, je parle plus globalement d'Azure, effectivement on décline en fait un certain nombre de ces frameworks dans nos solutions métiers à travers les copilotes, on en reparlera tout à l'heure. Donc la technologie GPT que nous allons abondamment utiliser aujourd'hui. ChatGPT, tout le monde connaît, c'est le chat. Whisper, qui est donc un modèle qui permet de faire de la reconnaissance vocale, donc un voice encoder et décodeur d'ailleurs. Codex, bon, voilà, je pense qu'on fera un zoom dessus. Et DALL-E, dont sa dernière version, la version 3, donc qui permet de faire de l'image generation. Tout ça, c'est implémenté dans nos souscriptions Azure, dans vos souscriptions Azure, avec la possibilité de requêter, de jouer avec ces modèles sur vos propres données, avoir un certain nombre de SLA supplémentaires à travers ce qu'on appelle les provision throughput, qui permettent d'avoir une garantie en termes de réponse, et puis une ouverture, notamment avec GPT-4, sur ce qu'on appelle les plugins, donc qui permettent d'augmenter les possibilités des modèles sur certaines tâches spécialisées. Alors les modèles de prompt, globalement, j'ai expliqué ce qu'était zero shot, one shot, few shot, mais vous avez les grandes phases en fait de ce que fait en fait un LLM de type GPT. Donc il peut reconnaître ce qu'on appelle des entités, il peut reconnaître le type de sentiment, si c'est négatif ou positif, dans une phrase, dans un document. Il est capable de faire du résumé, etc., etc. Voilà. Donc vous avez une illustration ici de comment ça marche. Donc on va décoder votre prompt et puis on va passer par différentes phases d'exécution dans le LLM en fonction de la demande que vous avez faite. Alors, les prompts, j'y passe un petit peu de temps dans le sens où, comme je disais, à partir du moment où cette technologie va être utilisée dans vos applications, eh bien, la qualité du prompt va être primordiale. Et donc la partie, je dirais, est-ce que je mets un prompt, deux prompts, etc., a une importance pour guider le modèle. On a intégré la notion de système prompt ou de méta-prompt. Typiquement, pour donner un exemple, si je pose la question sur un thème de philo, pour le bac de philo, à ChatGPT, il va me sortir, en fait, si je lui demande 1000 mots, il va me sortir 1000 mots, ça ne sera pas du tout ordonné comme je le souhaite. Le méta-prompt va vous permettre de dire, ben voilà, tu vas répondre pour moi alors je n'encourage pas les étudiants à faire ça, évidemment, mais le méta-prompt, c'est quoi? C'est, j'ai un plan, j'ai une idée, et je lui donne, en fait, mon plan. Donc, chapitre 1, ou introduction, thèse, antithèse, je ne sais pas si ça se fait encore, parce que vous voyez, j'ai la barbe blanche et à cette époque-là, on faisait des choses avec des thèses, des antithèses et des conclusions. Mais bon, voilà, je lui donne mon plan et ce que je veux voir dans le plan. Et à partir de là, j'ai rédigé ce qu'on appelle le méta-prompt et le LLM va s'exécuter par rapport à ce que je lui ai demandé. Il y a une autre partie qui est intéressante dans les prompts, c'est ce qu'on appelle le RAG. Alors, il y aura une démo tout à l'heure, mais globalement, c'est quoi? C'est la possibilité de combiner la recherche par index avec de la recherche de type LLM, c'est-à-dire par vecteur. Donc, c'est ce qu'on appelle le RAG. Et enfin, j'expose un quatrième concept, qui est ce qu'on appelle le chain of prompt, c'est-à-dire que je peux poser des questions à mon LLM qui va me retourner une réponse qui elle-même va servir de prompt pour aboutir effectivement à un résultat donné. Donc, on va enchaîner le prompt potentiellement en résultat de ma première question. Je peux augmenter avec des informations qui sont chez moi, donc utiliser une technologie de type RAG combiné dans une chaîne et produire donc, ce qu'on appelle donc, une chaîne de valeur sur le prompt. Alors pour faire ça, évidemment,
on fournit chez Microsoft un outil qu'on appelle le prompt flow. Donc le prompt flow va avoir effectivement cet objectif de pouvoir combiner vos prompts, mais également de s'intégrer dans votre écosystème IT et potentiellement dire, ben voilà, moi j'ai des données qui sont dans une base de données SQL Server dans le cloud et je veux m'alimenter effectivement des tables qui sont dans ce SQL Server. Et je vais surtout pouvoir faire quelque chose qui est fondamental, surtout quand vous êtes développeur, c'est du test. Du test et apprendre avec Azure Machine Learning Workflow, Prompt Flow. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ce petit prompt-là, qui est une chaîne de prompts, je vais dire, ben voilà, j'ai un jeu de données d'essai, et tu vas m'exécuter ça sur 1000 occurrences, et on va vérifier, en fait, la vérité, l'accuracy de la réponse. Car, tout le monde en parle, ben, les modèles de type LLM, et notamment GPT, ils hallucinent. Donc ça, c'est important d'avoir cette précision au niveau des prompts. Alors, le monde, tel que le voit le LLM, c'est un monde entièrement vectorisé. Il est vectorisé dans le sens où j'ai mes données qui sont représentées sous forme de chiffres. Donc, quand on dit que GPT, Codex, etc., ont des sources à l'intérieur du modèle, non, pas du tout. Ils n'ont rien du tout. Ils ont juste des vecteurs. C'est-à-dire qu'un code, un texte, une image, tout ça, ça a été traduit sous forme de vecteurs. Alors, je reprends ça parce que des fois, on dit, bah voilà, j'ai utilisé GitHub Copilot, et puis je retrouve mon code source. Bah ouais, si vous l'avez mis sur GitHub, peut-être qu'il a servi effectivement à entraîner le modèle. Mais en aucun cas, on a été repompé en fait du code quand on va générer. Il ne sait pas ce qu'il va générer le modèle. En fonction du prompt, il peut vous générer deux codes différents, avec des variables différentes, des séquences, des algorithmes qui peuvent être complètement différents. Donc ça, c'est important. Et j'aime bien ce terme. Le LLM embarque ce qu'on appelle un modèle flou du monde. Il a une représentation, c'est comme s'il avait des grosses lunettes complètement opaques. Il ne sait pas comment on représente le monde. Bah, c'est ce qu'on appelle un fuzzy world en anglais. Et donc, c'est son monde à lui. Et quand vous lui posez une question, eh bien, il va essayer de trouver quels sont les mots, les phrases les plus approchantes. Alors, si je lui dis, bah, raconte-moi une histoire sur Blanche, bah, premier réflexe, ça serait de dire Blanche-Neige. Mais si je dis dans mon prompt que bah, potentiellement c'est une histoire de royaume, etc., à ce moment-là, j'ai le mot royaume, j'ai Blanche, et je vais associer les deux. Et par co-similarité, je vais trouver Blanche de Castille. Voilà le modèle tel qu'il est exposé. Alors, j'ai beaucoup parlé, et il est temps de passer au Oui, merci, démo. parce que c'était un peu pointu quand même, et on aimerait toucher un peu du doigt tout ce que tu nous as présenté, les prompts, les vecteurs, la représentation, parce que un vecteur, c'est des nombres, quelque part, ça représente des mots, mais comment est-ce que je peux représenter un mot en n dimensions? C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va, juste pour vous dire que donc, sur Azure, vous avez des outils qui vous permettent de développer du code et d'utiliser les API Azure OpenAI. On va s'en servir dans quelques instants. Azure aujourd'hui est ouvert en fait sur les LLM qui sont disponibles sur le marché. On parle beaucoup en fait d'une librairie qui s'appelle Hugging Face. Et donc si je vais sur la partie modèle catalogue ici, je peux voir que j'ai à disposition plein de modèles, notamment Llama de Meta, mais vous allez retrouver sur la dernière ligne là, GPT-4, GPT 3.5 Turbo, etc., etc. Donc l'outil, donc Azure OpenAI Studio que vous voyez, vous permet effectivement également de dessiner vos prompt flows, etc.
Alors, matériellement, pour répondre à la question d'Éric, j'ai un vecteur, un vecteur, je veux un vecteur. Je veux voir un vecteur. Alors, d'accord, ok. Donc ici, je suis sur un notebook, et dans ce notebook, ce que je vais faire, c'est prendre des données et je vais vectoriser ces données. Alors, en espérant que je suis toujours connecté, normalement, ça c'est bon. Je vais passer cette cellule-là. Donc ici, j'apporte un certain nombre de ressources. Alors, c'est pas très joli. Normalement, j'aurais dû embarquer la clé. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos. Je changerai la clé. OK. Ça m'apprendra à faire du code pas propre. Mais effectivement, ici, j'ai deux notions qui sont l'API key et le resource endpoint. Donc, le resource endpoint, c'est là où j'ai déployé effectivement mon modèle que je vais appeler. Et puis, la façon d'appeler le modèle, c'est donc à travers une clé qui est représentée ici. Et je vais, à partir de là, commencer à pouvoir travailler. Je ne sais plus si j'ai exécuté ça, je vais le faire tout de suite. Voilà. Alors, pour faire simple, je vais prendre un data frame et donc j'aurais dû nettoyer toutes les cellules, mais globalement, ici, j'ai un document avec un texte, un résumé, un titre et un certain nombre d'informations sur la longueur. Voilà, donc j'ai ces informations-là. Alors, on va simplifier ce data frame pour ne retenir que 3 colonnes qui sont le texte, le résumé et le titre. À partir de là, je vais commencer à travailler sur quelque chose qui me permette de mettre en qualité en fait, mon texte. Tout à l'heure, je vous expliquais que les tokens c'était calculé en fonction des espaces, des lettres capitales, etc. Là, j'ai un texte brut. Peut-être que entre la façon dont j'ai alimenté mon data frame, j'ai peut-être trop d'espace, etc. J'ai des caractères qui me semblent inutiles, et donc je vais mettre mon data frame en forme. Alors, la grosse question, c'est combien je vais consommer de tokens. Donc ici, je vais utiliser on commence à utiliser l'API OpenAI et je vais de cette façon afficher maintenant donc une nouvelle colonne qui est, voilà, pour la ligne 0, j'ai en fait 1466 tokens et je peux continuer sur tout mon tableau. Alors, chose importante, le nombre de tokens va avoir une influence sur le coût que vous allez payer au modèle. C'est la seule métrique en fait qu'on ait aujourd'hui pour dire, voilà, utiliser un modèle de type GPT 3.5 ou 4 me coûte tant, c'est au nombre de tokens. Donc là, vous avez une représentation en fait, du nombre de tokens. Alors, on va continuer notre exploration et dans mon notebook, ce que j'ai fait, c'est voir comment il interprétait mon texte. Et vous voyez, donc j'ai bien des... Oh, oui, c'est toujours l'effet. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, ici, j'ai pris effectivement mon document et eh bien, il m'a découpé eh bien, le document sous cette forme-là. Et vous voyez là, ici, le mot certain, certaine, ou certaines contributions. On ne sait pas pourquoi, mais c'est son modèle à lui. Et il a découpé ça en 2 tokens. Voilà. Donc, j'ai tokenisé mon data frame, mon document. Et bien maintenant, alors bon, on a vu que il y avait 1466 tokens possibles sur la première ligne. Je vais passer à la phase d'embeddings. Et donc, ici, ça prend un tout petit peu plus de temps, quoique. Et je vais afficher mon data frame. Et ce coup-ci, en plus, en fait, du nombre de tokens, j'ai les vecteurs. Waouh, merci. Tu voulais voir un vecteur? Merci. Ouais, mais là, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Alors, on ne voit vraiment pas bien. Là-bas, la colonne de droite. J'ai pris la première ligne, en fait, de mon data frame.
et je lui demande de m'afficher le vecteur. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc on est sur quelque chose quand même assez complexe. Essayer de l'interpréter, ce n'est pas évident. Mais vous avez pour chaque ligne le même travail de vectorisation. Et quand vous allez faire un prompt, imaginez bien qu'il va calquer, pareil, son vecteur à lui, sur un ensemble de ces vecteurs, parce qu'il a ce que j'appelle donc le contexte encore, et donc l'algorithme derrière est surpuissant puisqu'il va pouvoir gérer plusieurs centaines de vecteurs, peut-être des milliers, en même temps pour pouvoir vous trouver le prochain mot. Alors je n'ai pas fini, parce que bon, quand on a fait ça, c'est bien. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Donc, donc le document était en anglais. J'ai une petite requête et je lui pose la question comment je peux avoir de l'information sur les taxes revenus, les impôts, sur les compagnies qui vendent du câble. Et donc, pour pouvoir faire ça, je vais exécuter ce petit bout de code. Et il m'a trouvé, en fait, quatre sociétés qui sont effectivement dans le domaine du câble. Et je peux faire un zoom sur l'une d'entre elles. Alors peut-être que c'est toujours bon, on va exécuter. Et donc, ici, j'ai quelque chose qui me donne le résumé. Et je dois trouver quelque part dans le texte quelque chose qui parle de câble. Ouais, voilà, c'était là. Voilà. Donc il a bien trouvé ce que je cherchais à faire. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué, je suis obligé de coder tout ça, etc. Alors je vous rassure, il y a quand même des choses qui existent sur étagère. Et je me suis amusé en fait à prendre un document entier, ce que c'est donc un PDF. On reste chez Microsoft. Alors, je suis représentant data, alors je me suis permis d'utiliser en fait ce qu'on appelle Azure SQL. Notre merveilleuse base managée dans Azure. Et c'est une étude TCO avec un certain nombre d'informations. Tout ça, j'ai mis ça dans, alors je vais regarder, dans un compte de stockage. Donc ce compte de stockage est ici, c'est du blob. Et je vais passer donc, par ce qu'on appelle dans OpenAI le Playground. J'ai oublié le nom, le Playground, c'est le studio, je ne sais plus. Et en fait, vous avez dans le Playground alors différentes possibilités. Vous voyez ici, j'ai la possibilité de chatter avec mon modèle. Mais il va se baser sur les informations qu'a le modèle. Donc, il a fini d'être entraîné, si j'utilise GPT 3.5, je ne sais plus quand, mais il n'a pas forcément les dernières informations de l'actualité. Par contre, vous voyez, je peux lui donner ce qu'on appelle un metaprompt ou un system message, dire, voilà, ta rédaction, tu vas la faire avec une intro, dans le premier chapitre, tu vas mettre ça, etc., etc. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est de chatter, en fait, sur des documents. Donc je pourrais avoir un document, 1000 documents, ça n'a pas d'importance, si ce n'est que je vais utiliser le concept de RAG que j'ai exposé tout à l'heure. Donc il permet en fait d'aller sur une question, prendre le mot-clé, chercher effectivement le bon document. Et une fois que j'ai trouvé les documents, je vais aller transformer ma requête en vecteur et chercher la bonne information. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'avez peut-être pas vu, le document est en anglais. Ben, moi, je suis feignant, j'ai une préférence pour le français. Et donc, je vais lui poser une question qui est la suivante. Quels sont les avantages de migrer mes bases SQL dans le cloud? Et on va voir la réponse. Il y a toujours l'effet Bonaldi en général, mais bon, c'est... Ah, ça marche. Voilà.
Et donc là, voilà, il m'explique la migration de vos bases SQL dans le flux peut offrir tout d'abord, cela peut réduire les coûts d'infrastructure, blablabla. Voilà. Et il me trouve effectivement 3 références. Alors là, je suis sur un modèle assez simple, j'ai qu'un seul document. Donc si je clique effectivement sur l'étude, je vais pointer directement sur la partie qui m'intéresse. Reviens sur ton prompt, parce que je crois que tu as fait exprès en plus de faire une erreur de français. Donc on n'est vraiment pas dans du syntaxique. Ah là 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 là. Ah oui. Bon. Double preuve, donc parfait. Double preuve, on est vraiment voilà. dans le monde Donc, sémantique. Voilà. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que, alors, des fois, c'est pas spécialement garanti à travers certaines démos. Le texte est en anglais. Vous posez la question en français, il peut vous répondre en anglais. D'où le prompt, encore une fois, j'aurais pu lui dire « réponds-moi en français ». Et auquel cas, effectivement, j'ai bien la bonne réponse qui va bien. Alors, j'aurais pu vous montrer plein de choses. Je crois que j'arrive à la fin de mon temps de parole, si je ne m'abuse. C'était un préambule uniquement. C'est un préambule, absolument. Merci. Et ben Merci voilà. Eric pour toutes ces précisions. Alors, vous l'avez compris, on peut changer de PC. Vous avez compris, on a besoin de tout ce qu'a présenté Eric comme concept. Après, on n'a pas besoin de les maîtriser forcément au même niveau quand on fait des applications. D'un point de vue logistique, je pense que vous avez plein de questions. Alors pour ceux qui sont ici au centre de conférence, les questions c'est plutôt lors du déjeuner, puisque vous avez un déjeuner tout à l'heure et on sera là, nous 3 plus d'autres experts Microsoft. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez utiliser le chat et il y a des Microsofties qui vont répondre à vos questions. Et s'ils ne répondent pas, ils répondront en asynchrone. Revenons sur notre sujet du jour, Idea to Cloud. Alors on a compris qu'il fallait tous ces prérequis-là pour pouvoir avoir des bonnes idées. Et nous, après, Microsoft, on a pris ces concepts-là pour les mettre dans nos produits. Donc sur la partie idée, on reviendra. Sur la partie code, on verra comment est-ce qu'on a repensé nos propres applications, donc celles que vous utilisez tous les jours pour faire du code, pour être plus efficaces, et comment est-ce qu'on peut créer des applications au final avec des SDK plus intéressants. Premier chapitre, idée. Tout démarre par une idée, pas vraiment, tout démarre plutôt par un problème ou une attente, et l'idée vient répondre à ce problème ou cette attente. C'est la seule slide, et puis on va tenir une demi-heure là-dessus. Non, parce qu'Eric a fait plein de slides et plein de démos, moi je fais qu'une icône, c'est tout, même pas de texte. Non, alors revenons, alors il y avait les phases de l'histoire de l'AI. C'est intéressant de se dire, ben tiens, on a démarré en fait il y a très longtemps, on était un petit peu optimiste, peut-être même un peu idéaliste, et il faut remettre ça avec les phases de l'histoire de l'IT. Tous les 10 ans, globalement, alors je n'ai pas rigueur sur est-ce que c'est pile 10 ans plus ou moins, hein, c'est 10 ans plus ou moins 10, donc comme ça je suis sûr d'avoir juste, il se passe une révolution, et non pas une évolution, je dis bien une révolution. Hein. C'est simplifié, mais quand en 1947 on a créé le transistor et donc l'électronique qu'on appelle moderne, on a juste changé la façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ça a été fondateur de plein de changements. Et du coup, en 50, on s'est dit, ben, tiens, on peut faire des machines avec ces transistors. Pas encore les circuits intégrés, mais au moins des machines. Et comme on peut faire des machines, ben, Eric a dit, tiens, on s'est dit, on va faire des algorithmes. Ça existe depuis longtemps, les algorithmes, mais des algorithmes sous format numérique qui vont permettre de modéliser de l'intelligence, entre guillemets. Bon, après, on a fait la mini-informatique puis la micro, et puis là, on s'est dit, bon, bah, c'est un peu plus compliqué, ça ne marche pas comme ça. Mais quand on a fait la micro, dans les années 70, fin 70, en fait, on a fait une vraie rupture puisqu'on a permis à chacun d'avoir un ordinateur dans sa maison ou sur son bureau au travail. Ça, c'est quand même vraiment fondateur. Le PC est arrivé un peu plus tard, et là, c'est la deuxième révolution de la micro, c'est de dire, en fait, c'est client-serveur, et donc tout le monde pourra être super enrichi avec plein de puissance pour faire son travail. Puis Internet, le mobile, le cloud dans les années 2010. Et 2020, l'AI. Alors, on n'a pas été bête, on n'a pas dit, tiens, entre les années 50 et les années 2020, on ne fait rien, on est feignant, on se tourne les pouces. Pas du tout. C'est qu'on n'avait soit pas les prérequis, en gros, les machines étaient trop faibles, pas assez de puissance, donc on ne pouvait pas faire tourner les modèles, parce que là, Eric n'a pas tout dit, il a dit beaucoup
Mais beaucoup, c'est quand même des centaines de milliards de données qu'on rentre dans le modèle. Ah, plusieurs centaines de milliards. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pas juste beaucoup comme les années 60 où c'était quelques kilos. Pour information, l'apprentissage d'images dans les années 60, c'était des matrices de 32 par 32 pixels. Donc aller représenter quelque chose avec ça, ça va être compliqué de faire du DALL-E. Donc du coup, en 2020, on arrive avec le cloud qui est arrivé précédemment. Donc on a puissance infinie, disponibilité immédiate, on a Internet qui est arrivé qui nous met plein de données. On a un renouveau. Et donc, on a une rupture 2020. Et chaque fois qu'on a une rupture, il est intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on doit les refaire, ou comment est-ce qu'on peut les refaire. Parce que la rupture va changer les usages. Et si on projette un tout petit peu, aujourd'hui, on dit il y a de l'AI générative, ainsi de suite, mais aller un tout petit peu plus loin, si dans 2 ans, vous n'avez pas une application qui contient de l'AI, elle n'existe juste pas, votre application. Non pas qu'elle n'est pas développée, non pas qu'elle ne tourne pas, mais qu'elle n'est pas utilisable, que personne ne va comprendre comment utiliser une application qui n'est pas assistée ou enrichie par une expérience AI, parce qu'en fait, on est dans un monde immersif et tout est en train d'arriver avec de l'AI. Et donc, si vous faites une application à côté qui n'est pas avec de l'AI, vous imaginez la différence entre moi qui suis à la maison et qui utilise de l'AI partout, j'arrive au bureau et j'ai une application sans AI. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est comme si aujourd'hui, vous n'aviez pas une application mobile ou une application web, vous restiez juste avec une application sous une forme d'une fenêtre qui marche que sous un PC spécifique avec une résolution spécifique. Ça serait incompréhensible et inutilisable. Donc, l'idée, c'est pas de dire vous êtes tous morts, c'est de dire vous avez le temps de vous préparer et de faire évoluer vos applications et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que mon application doit évoluer ou pas? Toutes les applications ne sont pas forcément éligibles à de l'AI et encore moins à de l'AI générative, mais il faut quand même se reposer la question. La deuxième chose, c'est Arthur C. Clarke qui a dit que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Nous sommes des techniciens, tous, nous ne sommes pas des magiciens. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu flou, obscur, on dit tiens c'est de la magie, ça marche. Absolument pas, vous allez voir Eric, il va vous montrer les vecteurs, il va dire oui c'est normal. Voilà. Une cosimilarité sur un vecteur à 1500 dimensions, j'arrive à trouver l'angle entre n dimensions et dire c'est à peu près vers là, à peu près. N'oubliez pas, on est dans un monde de probabilité aujourd'hui. Donc c'est tout à peu près. Une fois qu'on a dit ça, tiens, je marque magie. Parce qu'il y a réellement quelque chose de fondamental aujourd'hui, c'est qu'on peut rapprocher le monde sémantique, donc sémantique qui est le sens que Eric a bien décrit, le sens des choses, mais pas forcément le formalisme, avec le monde syntaxique qui est plutôt un monde de développeurs, où moi j'écris, suivant des normes, suivant une grammaire, du langage, ou des langages. Et la précision de la syntaxe est hyper importante, mais la puissance de sémantique est très importante aussi. Quand on mélange les deux, on obtient quelque chose d'un petit peu magique, puisqu'on a des applications qui aujourd'hui peuvent exister, mais qui ne pouvaient pas exister avant, puisqu'on n'avait pas ce mélange des deux. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, l'impossible devient improbable, puisque ce qu'on ne pouvait pas faire, on peut se permettre d'essayer de le faire. Et comme on est dans un monde de probabilité, si la probabilité est suffisamment haute, du coup on peut le faire. Alors une probabilité haute, c'est à discuter, sachant que l'être humain lui-même n'est pas forcément très bon. Une probabilité de 0,95, peut-être c'est suffisant, parce que l'humain ne ferait pas mieux. Pour faire tout ça, je m'appuie sur de la donnée, mais il faut de la bonne donnée. On l'a bien vu là dans tes exemples, si j'ai de la bouillie, je vais sortir de la bouillie. Donc pour le coup, je ne fais pas de la magie au milieu, je fais uniquement de la technologie avancée. Et une bonne façon de voir ça, c'est de se dire, j'ai un accès gouverné, contrôlé, sur lequel je puisse accéder à toutes mes données, mais toutes mes données ne sont peut-être pas à un seul endroit. Ça, c'est un petit peu nouveau. Historiquement, on disait, je mets tout dans un lake à un endroit et puis c'est bon, j'ai toutes mes données. La réalité du monde, c'est que tout est distribué. Et donc, il est plus intéressant d'avoir une plateforme qui permet l'accès aux données en ayant les données de façon distribuée. Non, je ne te donne pas la parole, sinon on va repasser une demi-heure dessus. Mais on pourrait passer un peu plus de temps sur qu'est-ce qu'une data platform intelligente aujourd'hui, avec les moyens modernes que l'on a. Alors, on parle beaucoup de données, beaucoup d'AI, mais la vraie réalité, c'est de se dire, si on met tout ça dans une application, alors je pourrais bénéficier de l'AI des données. Parce que vous avez vu tout à l'heure un notebook, je ne vais pas donner ça à un utilisateur final, il ne va rien en faire. Pourtant, toute la puissance est déjà dedans. Mais ça paraîtra magique et vous serez encore meilleur quand vous encapsulerez tout ça dans une application. Et ça, c'est important. Le cœur de tout, c'est les applications. Une fois que j'ai dit donc il faut faire des applications, on va vous le montrer tout à l'heure comment on fait une application. Maintenant, je dois me poser la question. Je suis dans la phase idée.
Qu'est-ce que va faire l'AI? Je dis bien AI au sens large, AI générative étant sous-ensemble de l'AI, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le préambule. Qu'est-ce que doit faire l'AI dans mon application? Est-ce qu'elle doit faire une tâche pour moi? C'est-à-dire, je définis quelque chose, elle va exécuter. Est-ce qu'elle doit faire une tâche avec moi? Elle va m'aider, ça va être un ami, un copain qui va me faire la tâche, m'aider à faire la tâche. Ou est-ce qu'il va me dire comment faire la tâche? Alors, dire comment faire la tâche, ça, on sait faire depuis longtemps. On dit, ben voilà, tu as telle condition d'entrée, tu as telle condition de sortie, un système expert qui est un système d'AI, dit comment faire la tâche. On fait ça depuis les années 60, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Par contre, dans les deux premières cases, c'est un peu nouveau. Est-ce qu'il doit faire la tâche pour moi parce que cette tâche intellectuelle n'a aucune valeur pour un humain? Dans ces cas-là, déléguons cette tâche intellectuelle inintéressante à la machine ou au système et il le fera pour moi. Dans d'autres cas, la tâche intellectuelle, c'est quand même intéressant que l'humain le fasse, mais peut-être qu'il va le faire de façon enrichie. Et ça, c'est un peu nouveau, c'est que moi, je vais garder la main dessus, je vais communiquer avec mon application, et mon application va interpréter, enrichir ma communication. Alors, une fois qu'on dit ça, c'est encore un peu flou, mais après, on aura quelques exemples. C'est quand même fondamental, c'est de se poser cette question-là. Pourquoi en plus c'est intéressant? Parce que vous savez qu'il y a tout le problème de pas assez de développeurs, trop d'applications à développer, ainsi de suite. Et donc, il faut qu'on fasse les applications différemment. Non pas parce que c'est intéressant, mais parce qu'on est obligé, si on veut répondre au marché, pour faire suffisamment d'applications. Un des intérêts des applications intelligentes, c'est de se dire, eh bien, comme je vais écrire moins de code et je vais faire moins de choses, le modèle va faire les choses pour moi au sein de l'application. Du coup, je ne vais pas passer autant de temps à créer mon application, parce que quand j'écris un prompt, je n'ai pas besoin de créer 50 menus avec 60 boutons. C'est un prompt. Et derrière, ça va être interprété et derrière, ça va faire la chose. Donc moi, en tant que développeur, je gagne du temps. Ça, c'est super intéressant. Mon expérience, elle est un peu différente. Si vous prenez l'exemple de Bing, aujourd'hui, quand vous commencez à taper votre recherche, il va vous proposer quelques résultats qui sont basés sur vos habitudes de recherche. Mais il va aller un tout petit peu plus loin. Il va aller sur vos habitudes en fonction du moment de la journée. Je sais que c'est la pause de midi. Bing, c'est la pause de midi pour vous, sur votre time zone, sur votre façon de faire. Il ne va pas vous proposer les mêmes articles ou les mêmes recherches que lorsque ça va être l'après-midi ou le matin parce que vous êtes en train de travailler ou le week-end. Je ne sais pas si vous pouvez tester, mais enfin, ça arrive bientôt. Et vous pourrez voir que la réponse, elle est plus adaptée. Et ça c'est intéressant pour nous, puis ça veut dire qu'on va mieux toucher notre consommateur final de notre application. Et puis les changements plus rapides, alors ça c'est contre-intuitif, c'est qu'en fait on ne change pas l'application, donc forcément elle change. Le modèle va changer, on va plugger un autre modèle, on va aller plus loin dans les capacités, du coup notre application change, mais sans changer mon application. Donc forcément ça va être plus rapide. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il faut donner un peu de cas concrets. Je vais poser la question à Louis-Guillaume, puisque Louis-Guillaume est l'expert de développement ici sur scène. Mais qu'est-ce qu'une application de demain? Alors moi, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que d'ici 2025, il faut absolument que je mette de l'IA, parce que sinon mon appli elle est inexistante. Et donc ce que je te propose, c'est prendre mes applis aujourd'hui et rajouter un petit assistant à côté, un copilote sur lequel je mets de l'IA. Un bon exemple qu'on a fait, c'est par exemple avec Excel, où je peux avoir un petit panel sur lequel, en fait, par rapport au contexte, je peux lui poser des questions et il va m'aider à faire des tâches. C'est sexy. T'en penses quoi? Ouais. Vous en pensez quoi? Bof. C'est bien, non, c'est bien, encouragez-le un petit peu. C'est bien, merci Louis-Guillaume, c'est pas mal. Eric a dit, attention au prompt, c'est important. Je pense que j'ai raté mon prompt. Parce que si je repose mon prompt, alors l'application d'après-demain, ça c'est mieux. T'as vu le jeu d'acteur? Oui. Alors, à ce moment-là, je te propose quelque chose. On va plutôt réinventer les applications. On va plutôt faire des nouvelles applications sur lesquelles on va rendre l'expérience utilisateur enrichie, sur lesquelles on va mettre l'IA au sein de l'application. Il faut que ça soit transparent. Il ne faut pas qu'il ait l'impression de lancer un add-on. Un bon exemple, par exemple, c'est Teams. Donc, Teams, tout le monde l'utilise pour la vidéoconférence. Et on va essayer de mettre un peu d'IA. Pas que de l'IA générative, simplement de l'IA qui existe aussi depuis des années, ce qu'on appelle chez nous les cognitive services. Et je vais pouvoir avoir ma conférence, où je vais en profiter en tâche de fond, quelque chose qui va écouter qui parle, qui va me faire une roadmap en sachant qui a parlé à quel moment et qui peut aussi me générer un transcript. Ensuite, je peux aussi de manière native avoir l'IA qui dit « Ah, bah, je veux aussi de comprendre que c'est une réunion de travail et te générer des tâches, un résumé final et ainsi de suite. » Et donc, en fait, c'est complètement transparent l'utilisation de l'IA par rapport à l'usage qu'à l'origine tu voulais faire de l'application. Il y a d'autres exemples, par exemple. Dans Word, on peut aussi utiliser
un prompt intégré directement dans la zone de travail sur lequel je peux carrément mélanger à la fois du prompt et aussi travailler avec des fichiers externes. On pense toujours que le contexte, c'est que l'application. Là, je dirais, mais en fait, je pourrais carrément prendre des données externes, travailler tout ça ensemble, et toi, en fait, c'est natif. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un deuxième fichier, avoir un double écran. Tout peut être au même endroit et dire à l'IA, tiens, utilise tout ça pour justement faire le travail que j'essaye de faire moi. Ça, j'aime bien. Ça, c'est c'est pas mieux. mal, hein. Là, il y a un effet waouh. Ah, quand même. ouais. Là, c'est quand t'achètes. même, hein. Ça, C'est bien, après hein. demain, c'était mieux. Bon, après, ça arrive bientôt, ça. 1er novembre. Après demain, c'est vraiment dans 15 jours. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin? Décidément, le prompt, hein. Tout est prompt dans la vie. L'application du futur. En tant que PO, tu es un peu tyrannique. Hein. Toi, tu n'es pas. Jusqu'au Alors, bout. l'application du futur ou c'est plutôt se dire avoir une expérience, complètement immersive. C'est-à-dire ça peut être une ou plusieurs applications où en fait elles vont travailler les unes avec les autres, où le contexte passe de l'une à l'autre de manière complètement transparente. On n'a plus l'impression de dire je lance cette application, c'est simplement j'ai ma zone de travail, un peu à la Minority Report pour ceux qui ont vu, et en fait avoir les applications et l'IA qui est un peu partout et tout se combine tout parfaitement ensemble. Ça, c'est bien. Et un exemple? Alors j'en ai un où j'ai travaillé toute la nuit dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci. C'est-à-dire? Alors, on va partir forcément d'une page blanche, puisque si on part du legacy, on va avoir cette dette, on va recommencer. Et je propose qu'aujourd'hui, tous ensemble, on crée cette application du futur. Et on va partir du code to compose. Est-ce que ça vous va? Ça, j'aime bien. On va construire quelque chose. Et il faut repenser tout. Donc, partons d'une page blanche. Pour résumer, on peut avoir 3 catégories d'applications intelligentes. La première, la plus facile à faire, et il faut le faire, ce n'est pas parce que c'est facile qu'on peut enlever l'étape 0. C'est de se dire, j'ai une application, elle existe, je vais l'enrichir sans la modifier, ou en la modifiant vraiment très très peu à la marge. Je ne repense pas l'expérience utilisateur. Quand on a vu l'exemple de Louis-Guillaume d'Excel, j'avais toujours ma feuille Excel, j'avais toujours ma barre de menu, j'avais juste un chat en plus qui me permet d'interagir avec cette feuille Excel. C'est intéressant puisque l'utilisateur va commencer à être enrichi, mais ce n'est pas complètement abouti. L'aboutissement sera plutôt dans l'intégration, c'est-à-dire que je repense mon appli. L'exemple de Word est assez frappant, c'est de dire il n'y a plus de barre de menu, il y a un prompt, et après tout, discutons et soyons complètement entre humains et machine humaine, machine qui parle humain, et où repensons les interfaces pour dire je rajoute de l'intelligence artificielle et elle n'est pas vue comme un élément en plus, c'est vraiment de l'intégration. Idéalement, on devrait aller vers l'orchestration. C'est important quand Guillaume a dit je passe le contexte. Rappelez-vous, tout est contexte. Donc ce n'est pas juste je prends la sortie d'une app et je la mets dans l'entrée de l'autre app, c'est je mets la sortie et le contexte dans l'entrée de l'app suivante et du coup j'ai un monde immersif. Orchestration, ça paraît un peu futuriste, cependant, si on regarde Windows Copilot, que vous n'aurez pas malheureusement parce que vous êtes en Europe, mais qui va arriver prochainement, c'est assez intéressant de se dire, en fait, j'ai quelque chose à l'extérieur de mon application, mais mes applications peuvent quand même communiquer entre elles avec le contexte. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous. On ne dit pas que toutes les applications vont être modifiées là, rappelez-vous, 2025. Mais donc, il faut commencer à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec mon application si je récupère un contexte? Alors, pour vous aider, parce qu'on est quand même sympathique, on ne vous laisse pas la page blanche. On vous donne quelques outils. Quand on a dit qu'il faut repenser les interfaces graphiques, les expériences utilisateurs enrichies par de l'AI, c'est plus que de l'interface graphique, on vous donne un framework qui s'appelle HAX, qui est, pour le coup, ce n'est pas un objet technologique au sens où il n'y a pas de code derrière, c'est uniquement des axes de réflexion. C'est pour ça que vous avez ces cartes bleues, rouges, jaunes et vertes, qui sont de se dire, mais si je prends mon application à T0, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon application doit faire? À quel sujet elle répond? Comment est-ce que je peux répondre à ce sujet? Je me pose les questions. Comment est-ce que je peux interagir? Puisqu'on l'a bien vu, il y a un prompt avec une question, mais il y a peut-être plusieurs questions. C'est une conversation avec mon application pour atteindre le résultat que je souhaite. Comment est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que je prévois quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? N'oubliez pas, on n'est plus dans un monde déterministe, on est dans un monde de probabilité. Si j'ai 95% de bonnes réponses, j'ai quand même 5% de mauvaises réponses. Qu'est-ce qui se passe si mon application répond mal? Est-ce que mon humain qui consomme cette application est capable de repréciser, de continuer la conversation en disant
Ce n'est pas exactement là que je souhaitais aller. Et ainsi de suite. Et puis après, bien sûr, il faut maintenir cette application, les cartes vertes, il faut maintenir ces applications. Quand je fais évoluer mon application, comment est-ce que je la fais évoluer? Donc ça, c'est le HAX Toolkit. Ce sont des réflexions basées sur nos propres usages, puisque nous, on a repensé nos applications, toute la chaîne. Et du coup, on a créé pour nous un framework qu'on vous propose. Donc, vous partez armé. Je souhaite revenir sur ce concept-là. Microsoft a défini le concept de copilote. Et attention, derrière ce concept se cachent deux choses. Se cachent des outils. Quand on dit, tout à l'heure, le Guillaume disait Word Copilot ou Excel Copilot. Ça, ce sont des outils, des produits. C'est un copilote pour l'outil et pour le produit. Et après, il y a l'ensemble des objets technologiques qui vous permettent de créer votre propre copilote pour votre application. Ça s'appelle copilote aussi. Donc, il ne faut pas mélanger le produit et la stack. C'est important. On va passer au deuxième chapitre. Parce qu'on a bien compris comment on repense les applications. Le deuxième chapitre, c'est code. Donc, une fois qu'on a les bonnes idées, qu'on partage ces idées avec son business, on dit je vois à peu près comment je vais pouvoir résoudre ces problèmes ou comment améliorer les processus existants. Derrière, moi je suis développeur, je fais du code. On va passer 20 minutes sur cette icône. Notre promesse, c'est concentrez-vous sur le code que vous seul pouvez écrire. C'est notre promesse et en même temps c'est notre ligne directrice, c'est de se dire tout ce que l'on construit comme outil, comme framework, comme approche, de vous permettre, vous, d'écrire uniquement le code que personne d'autre que vous peut créer. Personne d'autre, ça peut être une machine, ça peut être une librairie que vous trouvez, ça peut être une API que vous trouvez. Donc c'est vraiment de se concentrer. On a quelques chiffres intéressants, c'est qu'aujourd'hui chez Microsoft, 46% du code généré n'est pas généré par un humain. Et on a un deuxième chiffre, c'est qu'au final, quand mon application tourne, si je regarde l'ensemble du code, seul 9% du code est du code qui a été généré. Donc, comme on a à peu près la moitié, ça veut dire qu'on n'a que 4% du code qu'un humain a écrit sur une application qui tourne aujourd'hui chez Microsoft. Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise un SDK, on utilise un langage, on utilise des librairies, on appelle des API, et on est enrichi sur la partie du code que nous créons nous-mêmes. Ça, c'est aujourd'hui, c'est les statistiques de cet été. Donc, ce n'est pas hypothétique, ce n'est pas futuriste, on peut le faire. Et on le fait à l'échelle de 80 000 développeurs. Lorsque l'on crée une application, il faut aller un petit peu plus loin. On parle beaucoup de sémantique aujourd'hui parce qu'on est dans le pic et dans la rupture, tout à l'heure, AI depuis 2-3 ans. Mais une application, en fait, elle sera polymorphe, elle est polymorphe. Il faut revenir sur un discours que j'avais fait il y a 3 ans qui était From Code to Compose. Une application, elle est composée, elle n'est plus écrite. Et quand je la compose, il faut aller un cran plus loin. Je fais même de la composition dans le code. Donc j'écris bien sûr des parties syntaxiques de mon code, puisque je suis développeur, j'écris du code. Ce sont les parties qui sont en bleu ici. Mais je vais rajouter à un moment donné une section sémantique. Du coup, je vais penser différemment mon application. Si je pense à une API de type sémantique, c'est assez intéressant. Le contrat d'interface, il est très faible. Ça n'a rien à voir avec un contrat OpenAPI. Pourtant, ça fonctionne. Et ça m'apporte beaucoup plus de valeur, puisque en plus, je suis malléable. Mais il faut aller un petit peu plus loin, peut-être que je rajoute une section quantique. Parce qu'à un moment donné, mon algorithme est plus performant sous un format quantique. Ça n'empêche pas que mon application, globalement, elle va composer entre toutes ces parties-là. Et puis, très prochainement, avant même le quantique, on va rajouter une section analogique. Et donc, mon application devra être capable de composer avec tous ces formats-là. Sachant qu'il faut rajouter au-dessus l'expérience utilisateur qui est elle-même enrichie par l'AI, voire qui n'a pas d'interface graphique au sens propre, comme on a l'habitude. Peut-être que c'est Teams, mon client, du coup c'est Teams qui fait l'interface et mon application elle tourne derrière. Donc imaginez ce monde-là. Donc vous êtes obligé de composer. Quand on dit code, c'est un peu faux. Parce que faire du low-code, c'est dans la case code. Pourtant, c'est du low-code. Et faire du no-code, si je fais de l'apprentissage par mimétisme du comportement, si vous pensez au framework comme Prose, c'est quand même quelque chose qu'on appelle code, même si en réalité, je n'ai pas écrit une seule ligne de code. Donc, il faut remettre code au sens large et il ne faut pas jeter la partie low-code en disant low-code, c'est pour les power users, comme on a dit depuis des années. C'est absolument faux. Le low-code est aussi pour les développeurs. Si c'est quelque chose que je n'ai pas besoin d'écrire, souvenez-vous de la promesse, alors utilisez les plateformes qui vont le faire pour vous.
Quand on dit low-code, historiquement, c'est vrai que c'était des plateformes un petit peu isolées, avec des principes différents de nous qui sommes développeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, mon code, il est mis dans un repo, je le versionne, je fais le co-authoring dessus, donc c'est exactement comme ce que je fais en tant que développeur habituellement. Donc il n'y a pas de sujet de se dire ah bah, c'est du code, c'est du low-code. On a bien sûr toute la phase d'outils, mais en plus, on a repensé les usages. Quand je dis vous devez repenser vos usages et vos applications, on l'a fait pour nous-mêmes. On a fait un peu d'introspection et s'est dit, mais quand est-ce que l'on peut améliorer l'expérience du développeur? Quand est-ce qu'on peut améliorer l'expérience du low-codeur? Ça, on l'a fait en disant, bah, tiens, on va mettre des copilotes, y compris dans la plateforme low-code. Alors, vous imaginez, vous ouvrez votre plateforme low-code, vous pouvez créer votre mise en page. En fait, cette création de mise en page, vous ne la faites même plus. Vous avez un prompt et vous expliquez ce que vous voulez. Et du coup, la mise en page arrive. Par exemple, dans l'AI tout court qui fait l'automatisation des tâches, eh ben, je dis juste, je veux automatiser et créer un workflow, et ben, ça crée un workflow et ça automatise. Je ne dis pas, je suis en train de déléguer ma création à la machine, je suis juste en train de dire, est-ce que cette partie-là, elle est intellectuellement intéressante ou pas? Si elle est peu intéressante ou pas, je vais laisser la machine faire. Deuxième sujet, pour nous, c'est mauvais de dire ça, pour tous ceux qui écrivent du code dans un IDE, on s'est dit, donc nous on a eu l'AI générative depuis 1 an et demi, on a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait améliorer le développeur, c'est pour ça qu'on a fait GitHub Copilot, il y a presque 2 ans maintenant, mais on a été un peu plus loin. On a dit on va revenir sur les fondamentaux de Microsoft. Microsoft a été créé avec un langage et avec un IDE, avant de faire des OS et des applications. Et ça, c'est notre cœur. Et les développeurs, c'est notre cœur. Et d'ailleurs, on a des dizaines de milliers de développeurs chez nous parce que nous sommes des développeurs. Du coup, on s'est posé dans l'équipe qui crée les outils et qui crée tous les outils pour les développeurs. On a dit, mais comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des développeurs avec les moyens modernes? Est-ce qu'on peut faire des actions pour le développeur? Est-ce qu'on peut faire des actions avec le développeur? Est-ce qu'on peut dire au développeur comment faire? Et on a découpé le cycle du développeur. Alors, le cycle, en fait, il y en a plusieurs. Le premier cycle, c'est cette loupe-là que vous voyez qu'on appelle les inner loops. C'est de dire, moi, je suis un développeur, rappelez-vous le chapitre précédent, j'ai une idée, je vais écrire quelque chose. Je vais écrire quelque chose, par exemple, avec mon IDE, j'écris du code dedans, bah tiens, je vais essayer, est-ce que ça marche, est-ce que ça répond au problème, je fais F5, ça marche pas, je corrige. Ça, c'est ma loupe à moi. Je suis tout seul, en tant que développeur, face à mon outil, et j'essaye de répondre au problème. C'est l'inner loop. La deuxième loop, parce que c'est rare qu'on est tout seul, normalement on est souvent en équipe. La deuxième loop, c'est de se dire, bah, cette fois-ci, on est dans une équipe, autour d'un produit ou d'un service. Et là, quelles sont les tâches qu'il faut faire en tant que développeur ou en tant qu'équipe, et comment est-ce que sur chaque tâche, on peut améliorer l'expérience. Donc on a découpé ça sur l'outer loop. Et puis souvent, on oublie, parce que nous, tous les jours, on a déjà tout, mais en réalité, il y a une phase d'onboarding. Et cette phase-là aussi, il faut l'améliorer. On a des chiffres intéressants chez Microsoft, c'est que on disait un nouvel arrivant dans une équipe, en combien de temps est-ce qu'il peut faire une pull request? Ce temps-là était supérieur à la semaine. Alors, vous allez me dire, bah, tiens, c'est beaucoup. Absolument pas. En fait, c'est dans la moyenne des entreprises. C'est-à-dire qu'un nouveau développeur, en fait, je perds au minimum 8 jours hommes avant qu'il puisse faire quelque chose d'utile pour l'équipe. Ça me coûte. Et puis, si j'ai un pic de charge, ben, je ne peux compenser le pic de charge que 8 jours après. C'était dommage. Du coup, on a amélioré cette phase onboarding et aujourd'hui, on dit, si un développeur nouveau arrive le lundi matin, le vendredi soir, il a fait une première pull request. Donc, c'est-à-dire qu'il a changé du code qui va partir potentiellement en production. On va dire en 5 jours calendaire, il a réussi à faire ça. Et donc, pareil, sur chaque étape, on dit, mais comment est-ce qu'on peut améliorer chaque étape? Et comment est-ce qu'on peut faire plus de choses qui sont uniquement humaines? Et donc, tout le reste, on l'a enlevé. Alors là, c'est un exemple, on pourrait passer une semaine dessus. On a dit, si on commence par le début, on a dit comment est-ce qu'on va faire le device setup, comment est-ce qu'on va faire l'environnement. Puis après, dans l'inner loop, on a dit, tiens, si je veux créer une application, au lieu de démarrer mon Visual Studio et de dire nouveau projet vide ou nouveau projet de tel langage et puis il ne se passe rien, si je démarrais par un prompt, tout à l'heure on a vu un prompt dans Word, on pourrait mettre un prompt dans un IDE et dire, je veux créer un projet avec tel langage qui fait du front, du back, de tel type, avec des API. Et du coup, on a un Canva, et donc on développe uniquement les parties intéressantes. Toute cette plomberie, on l'enlève. Si je fais une fonction dans Azure Function, aujourd'hui ma fonction, elle arrive, elle est toute vide. Peut-être que je pourrais démarrer une fonction par un prompt. Et du coup, ma fonction serait un peu plus rapidement efficace. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, sur la inner loop, comment est-ce qu'on peut améliorer. Si j'écris du code, donc
j'ai démarré mon projet, j'écris du code, en cours d'écriture de code, peut-être je pourrais avoir un outil, en l'occurrence GitHub Copilot, qui m'aide à écrire du code, mais qui m'aide aussi à comprendre le code. Parce que peut-être que j'hérite de code qui n'est pas le mien, j'hérite d'une bibliothèque, j'hérite du code d'une équipe. Comment est-ce que je peux faire? Du coup, on a pensé sur chaque étape, on a dit, bah, tiens, je peux rajouter là un composant. Dans la outer loop, c'est pareil, on a dit, mais comment est-ce qu'on peut améliorer la vie d'une application? Si on prend l'exemple du monitoring, comment est-ce que je peux être efficace sur le monitoring de mon application? Bah, peut-être qu'on pourrait rajouter un peu d'AI là-dessus pour repérer les signaux faibles, et des signaux faibles, faire des tendances, et du coup, les tendances me permettent de converger vers la source du problème. On pourrait aller un peu plus loin, ça serait des sujets AIOps. Si on revient sur la partie onboarding, on a créé 2 services. Enfin, on a créé le concept de Dev Center, peut-être que vous avez déjà vu, c'est de se dire tout est dev aujourd'hui. Dans le monde DevOps, en fait, ça n'a jamais existé, c'est du dev et puis la plateforme en dessous. Et donc, il y a des gens de la plateforme, mais après, le reste est dev. Et donc, dans un Dev Center, on dit les devs gèrent les différents environnements, gèrent les différentes boxes pour développer. Et là où ça devient intéressant, c'est que si moi, je suis développeur dans 3 équipes, peut-être je perds du temps à changer de contexte entre mes équipes. Parce que ce n'est pas le même IDE, ce n'est pas le même langage, ce n'est pas la même façon de faire, ce n'est pas les mêmes normes. Du coup, là, on dit, en temps facial, c'est le temps du développeur. Par contre, on décuple le développeur puisqu'on dit, en fait, lui, il a accès à 3 environnements qui sont accessibles tout le temps. Mais on triche un peu parce que l'humain ne pouvant faire que 5 tâches plus ou moins 2 à la fois, mais donc, globalement, il en fait une. Il se concentre sur son développement en cours, puis après, il change. Il utilise une autre DevBox, il a son nouveau développement en cours et après il change et ainsi de suite. Et donc du coup, DevBox, c'est de dire eh ben, les développeurs gèrent eux-mêmes leur environnement de développement sans l'effort de le gérer. Parce que bien sûr, si vous gérez tout, vous n'avez rien gagné. Et ça va un petit peu plus loin, mon setup de mon environnement, ce n'est pas juste installer Visual Studio, ça serait trop facile, de toute façon on sait faire. C'est mon Visual Studio avec mes paramètres, avec tous mes add-ins spécifiques à mon projet. Et du coup, c'est peut-être pas la même conf entre les projets. Et ça, je peux le faire. Ce n'est pas du Shadow IT non plus, sinon je n'ai rien gagné. C'est la plateforme qui gère les règles et moi qui déploie avec ces règles, mais c'est moi qui gère par exemple mes définitions. Je pense que DevBox, vous avez dû voir, il y avait eu des cafés ou des choses comme ça sur DevBox, si vous voulez aller plus loin, et puis sinon vous pouvez en parler ce midi. Après, il faut aller un petit peu plus loin. Quand j'ai dit la 3e étape de l'onboarding, c'est mes environnements, setup environnement. Qu'est-ce que c'est un environnement? C'est peut-être une sandbox, c'est peut-être un environnement de dev, c'est peut-être des environnements de qualification, ainsi de suite. Est-ce que moi, en tant que développeur, je dois apprendre des concepts d'infrastructure as code? Je dois comprendre globalement, je n'ai pas besoin d'être expert. Et je n'ai surtout pas envie d'être expert. On verra tout à l'heure avec Louis Guillaume comment ne pas être expert, mais en faire quand même. Mais là, c'est de se dire, j'ai mes plateformes ingénieurs qui créent ma plateforme, qui créent un espèce de catalogue de ce que mon entreprise autorise, qui crée ensuite toute la partie droit, gestion des droits, affectation des droits. Je mappe tout ça et à la fin, moi, en tant que développeur, je reste dans mon monde de dev et je déploie mon environnement sans avoir les concepts de YAC. C'est quand même très intéressant aussi, c'est de se dire, plus je reste dans mon environnement, plus je suis efficace. C'était 2 exemples. On peut aller un peu plus loin sur la partie inner loop. Effectivement, comme tu l'as dit, avant d'écrire des apps intelligentes et donc d'écrire du code, il faut aussi potentiellement tirer parti de l'IA pour le développeur pour écrire ce code. Donc là, dans la première démo, on va parler de GitHub Copilot. Donc je vais expliquer comment ça fonctionne, comment ça a été créé et comment je l'utilise derrière. Donc comment on a créé il y a 2 ans GitHub Copilot? Donc en fait, on lui a ingéré énormément de données de repos publics, de Stack Overflow, de blog pour avoir un modèle qui a été entraîné qui s'appelle Codex. Et donc qui est spécialisé pour penser pour les développeurs. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, Copilot migre vers GPT-4 parce que les modèles génériques sont devenus plus forts que les modèles spécialisés, simplement avec la nouvelle technologie. Donc une fois que vous avez votre modèle, il faut pouvoir l'exposer, justement pouvoir l'utiliser. Donc ils ont créé ce service qui est une simple API. Et l'idée, c'est de pouvoir l'appeler depuis votre IDE, n'importe quel IDE. Ça peut être Visual Studio, ça peut être VS Code, ça peut être IntelliJ. Et vous allez en fait échanger avec Copilot. Vous allez pouvoir échanger de manière Copilot, c'est-à-dire avec un chat, ou de manière complètement intégrée, ou simplement il va prendre le contexte. Et le contexte, on le verra après, c'est votre code, le code que vous êtes en train d'écrire. Et donc je vais lui donner du contexte, il va me proposer des suggestions, soit une réponse parce que je pose une question, soit il va m'aider à faire de l'autocomplétion. Donc je vais vous montrer comment justement je l'utilise en tant que développeur. Tu n'es pas en duplicate. Ah, je suis pas en duplicate. Hop, tac. C'est mieux. C'est mieux? Ok. Déjà, j'ai dit développeur, mais ce n'est pas que développeur. Ça peut être le développeur junior ou développeur senior, ça peut être aussi l'IT, l'Ops, ça peut être le data scientist. En fait, je vais vous montrer des usages où ça peut servir à tout le monde.
La première chose qu'on demande à un modèle ou une IA, c'est de comprendre. Donc ici, un exemple, je ne suis pas un développeur Python, hein. Je peux avoir un code que j'ai trouvé sur Internet et que je ne comprends pas, ou simplement j'arrive sur un projet que je ne comprends pas, et je peux simplement lui dire « explique-le-moi ». Alors je le fais en anglais, j'aurais pu le faire en français, mais je suis un peu transformé par l'habitude de parler en anglais. Et voilà, donc je vais lui montrer exactement plutôt dans le chat ce qu'il a compris. Et donc il comprend exactement, donc il analyse ce que je lui ai envoyé. Donc là, le contexte, il a compris que c'était le texte que j'avais sélectionné, et il m'a expliqué ce que c'était. De là, je peux lui demander n'importe quoi, hein. Je pourrais lui demander convert into Java. C'est aussi utile quand des fois on prend un bout de code sur Internet, on ne trouve pas dans la section qu'on veut. Et là, si je vous montre, il a bien fait en dessous, pardon, il l'a mis en dessous, mais il a mis l'équivalent du code qui fait la même chose. Il n'a pas fait de la transpilation, il ne s'est pas dit je prends mot à mot et je le fais en Java. Il s'est dit je prends le code, je le lis, je l'interprète, je le comprends ce qu'il veut faire et je génère un nouveau code en Java. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas un moteur de recherche, il ne s'est pas dit je trouve quelque chose comme ça, il essaye de comprendre ce qu'on lui dit et il génère quelque chose. Un autre exemple, donc moi je suis un développeur, et pour vous montrer aussi plusieurs manières de l'utiliser, il va prendre le contexte ou simplement, donc là je vais créer une variable, list, de string, que je vais appeler colors, voilà, je le laisse, et en fait tout simplement, à peine au fur et à mesure que je tape, donc c'est pas moi qui échange avec lui, il travaille avec moi, comme tout à l'heure tu l'expliquais, c'est travailler avec moi, pas faire pour moi. Ici, ah bah tiens, j'ai compris que tu avais des couleurs, et je te fais déjà une chaîne de string avec des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est pour vous dire à quel point il analyse le contexte. Si je l'avais fait en français, et qu'il tourne, il me le propose en français. Ensuite, là où j'ai pareil pour continuer, donc je suis en train de travailler, moi l'idée c'est de l'oublier, hein. C'est pas d'échanger avec lui, c'est de l'oublier. Donc moi en fait je vais faire simplement ma méthode, je vais renvoyer une chaîne, je vais faire get random color, je le laisse faire, et en fait il m'a généré le corps de ma méthode, et il a compris que j'avais déjà une variable qui s'appelle couleur. Il s'est dit couleur, ça correspond à color, c'est probablement celle que tu veux utiliser. J'aurais pu aussi faire dans l'autre sens, simplement avec des commentaires, supposons que je pars d'une user story, où je lui dis méthode qui convertit une string to color. Voilà, tout simplement. Et là, s'il cherche, il devrait probablement me proposer voilà, une méthode qu'il appelle correctement, et il m'a fait un switch en utilisant uniquement celle qui était variable là. Donc il prend vraiment le contexte dans lequel je suis. C'est important, il n'analyse pas les fichiers sur mon disque, il analyse les fichiers sur lesquels je suis en train de travailler. C'est-à-dire le fichier courant où je suis positionné, ce que j'ai sélectionné. Potentiellement, si j'ai ouvert d'autres fichiers en même temps, il les prend comme contexte. Un exemple, si je prenais ce fichier-là, donc un fichier JSON, et pour vous dire aussi à quel point ça peut servir aussi le data scientist, je pourrais très bien lui dire « génère-moi d'autres données aléatoires, génère-moi des fichiers random » et il va me générer plein de choses comme ça. C'est très compliqué et très relou de faire ces fichiers-là. Et là, simplement, je vais lui dire bah, « crée-moi, create user class to map this file ». Parce que ça aussi, hein, les parseurs, les DTO, pour ceux qui sont développeurs, ce n'est pas la partie la plus excitante de notre métier. J'aurais dû lui dire cancel, où le prompt est très important, create a class user.cs to parse and map this file. Et logiquement, il devrait me proposer voilà, un fichier. Il m'a fait à la fois le mapping de chacun des champs et également le code qui va avec. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'aujourd'hui, je peux l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que je peux l'utiliser pour générer du code, je peux aussi l'expliquer pour m'expliquer le code, je peux expliquer, me dire comment faire ou quoi faire. Un bon exemple, je peux prendre ce code ici et simplement le dire, ou même de manière globale, sur tout le fichier, does this code contains security issue. Je peux aussi lui demander de l'aide. Alors ça peut être via le navigateur, enfin via l'IDE, pardon, ça peut être aussi au moment de la pull request, et simplement lui dire, bah, est-ce que tu peux au moins faire un review? Et donc, il m'a dit quand même qu'il avait trouvé des problèmes. Il me dit, ah, il y a peut-être un endroit dans ton code où il y a peut-être un problème de SQL injection. Et là où je lui dis, bah, justement, j'aimerais bien que tu travailles pour moi, fix this code. Parce qu'il m'a dit qu'il avait un problème sur cette partie-là. Donc après, je vous montrerai sur la partie droite, passage de paramètres, injection. Ici, en fait, il me l'a transformé en SQL commande paramétrée, où justement, il va y avoir un typage. Et donc, en fait, je vais passer, il me l'a enlevé. Alors, je le refais. Tu n'as pas accepté. Je n'ai pas accepté. Fix this code. Au fait, simplement, il peut aussi m'aider
pour le débutant comme pour le senior, lui dire fais une première passe sur la code de sécurité, peut-être qu'il y a des choses dont je n'ai pas l'habitude ou lesquelles je n'ai pas le réflexe, déjà propose-moi d'avoir des choses. Voilà, si j'accepte, voilà, j'ai mon code qui est corrigé. D'autres choses sur lesquelles qui sont vachement utiles, qui dans la salle est développeur et aime créer des tests unitaires? Mytho. Create unit test. Donc là, ce qu'il a fait, il m'a proposé un fichier, enfin il m'a proposé le test. D'ailleurs, normalement, est-ce que je peux faire le accept? Voilà, j'ai fait un accept. Voilà. Il m'a créé un autre fichier séparé. Parce qu'il sait que c'est un test, il répète la nomenclature. Et on va voir qu'en fait, pour chacune de mes classes, chacune de mes fonctions, il a vraiment fait les tests unitaires, quand c'est présent, quand c'est pas présent. J'aurais pu lui dire, en fait, il aurait pu aussi, c'est aléatoire, hein, lui dire pour la full classe et lui dire pour toutes les méthodes, et m'aurait généré ça pour toutes mes méthodes. L'idée, c'est pas qu'il fasse tous les tests unitaires, c'est qu'il m'aide et qu'il me fasse gagner du temps. Un dernier usage aussi qui est important et qui est utile, plus pour les ops, alors pour les ops ou les DevOps, on fait beaucoup d'infra as code justement, et entre le biceps, l'ARM, le Terraform, c'est un peu compliqué. Ou c'est pas compliqué, mais c'est un peu chronophage. Donc moi, je veux écrire du Terraform pour Azure, parce qu'il faut que je lui dise pourquoi, et je veux une Azure Web App, et je pourrais même mixer, which is in a RJ named Eric. Hop là. Donc instantanément, il m'a proposé du code qui correspond à ce que je veux. Et c'est bien, on a bien un RG créé dans West Europe avec un service plan et ainsi de suite. Et c'est itératif, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de lui donner la tâche et qu'on l'oublie, c'est je veux dire, je me suis trompé, je veux que ça soit en France centrale, hop, pardon, ça tourne sous Linux, et je veux de l'autoscaling à 80% de mémoire. Parce que ça, on sait tous faire, mais il faut se taper la doc, il faut le faire, c'est compliqué. Et en fait, il va reprendre ce que je lui ai dit la première fois, il n'a pas oublié, c'est toujours une question de contexte, ici c'est le contexte de la conversation, sur lequel il s'est dit, bah, je l'ai passé en France centrale, je l'ai mis sous Linux, et il m'a fait l'autoscaling sur France centrale, sur la mémoire. Donc voilà, ça c'est des usages, il y en a plein sur GitHub Copilot, sur lequel aujourd'hui l'IA peut servir. Il ne faut pas penser que c'est forcément quelque chose qui est révolutionnaire, mais la moindre petite tâche qui est chronophage, si on peut la rendre beaucoup plus rapide, le développeur va pouvoir se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Le code que vous seul pouvez écrire et que l'IA ne pourra pas faire, justement. Si tu peux revenir sur les slides, s'il te plaît. Ça clôture très très bien la partie code et la promesse. Merci, tu as prouvé la promesse. Troisième et dernier chapitre, et il nous reste plein de temps, à peu près 9 minutes. C'est pas grave, on a juste pour 25 minutes sur cette slide. De toute façon, vous êtes avec nous pour le déjeuner, donc autant rester un peu dans l'amphi. Pour faire les applications modernes, il vous faut une stack, la fameuse Copilot Stack, qui est composée de plein de bouts. Et on est un peu sympathique, on s'est dit, tiens, tout ça, au lieu de le recréer à chaque fois de la base, on va le packager. Donc AI Safety, c'est par exemple, si Eric parlait des métaprompts, si dans mon prompt je mets des choses que mon entreprise n'a pas envie, hop, je vais les trapper, je vais les corriger à l'entrée et à la sortie. Donc du coup, je vais avoir un usage avec plus de confiance de mon AI pour pas justement qu'il hallucine et qu'il fasse n'importe quoi. Tout au début, quelques années, il y avait des spécialistes de l'AI et ils faisaient des modèles. Alors c'était très bien, mais si vous vous souvenez, ça mettait beaucoup de temps parce qu'il fallait créer le modèle, le spécialiser et tout, puis après on le consommait, puis en fait on se rendait compte qu'il était périmé, tout avait bougé. Mais comme ils ont bien travaillé, ils ont fait des LLM. Donc ça, c'est bien. Okay. Ça, merci, les spécialistes de l'AI et de la data. Et du coup, les spécialistes de l'AI sont venus juste des app dev, un petit peu orientés AI, puisqu'il faut quand même comprendre ce que c'est. Et ça tombe bien, on a fait le concept de prompt au milieu, et donc je peux interagir avec le modèle, ça m'évite d'utiliser tous les vecteurs et tous ces trucs compliqués. Je fais du langage naturel, pour le coup. Je fais le prompt. Et là, ça devient fabuleux. Par contre, attention, c'est un peu différent. Quand je travaille avec des prompts, ce n'est pas tout à fait comme dans le monde syntaxique. Donc moi, en tant que développeur, il faut quand même que je prenne en compte tous ces nouveaux concepts. Et en plus, c'est souvent assez fermé, donc il faut pouvoir dire je fais ce LLM, je le consomme, puis ce LLM, il faut qu'il aille consommer autre chose. Donc c'est un nouveau monde. Par contre, c'est tellement puissant que les développeurs, ils sont toujours sympathiques, ils ont proposé ça à leurs utilisateurs. Donc jusque-là, tout va bien.
Sauf qu'on s'est dit, mais pour vraiment consommer ces LLM avec les prompts et tout le bazar, il nous faut autre chose, nous en tant que développeurs. Il faut une gestion d'état, il faut justement pouvoir se connecter à l'extérieur ou récupérer des choses extérieures. Donc on commence à avoir un peu quelque chose de compliqué avec plein de blocs de construction. Mais comme on est très sympathique. Et donc on a créé Semantic Kernel. Donc Semantic Kernel, c'est quoi? C'est un framework ou un SDK qui va aider à orchestrer justement cette utilisation de cette IA au sein de vos applications. Alors, il n'y a pas que Semantic Kernel, hein. Il y a LangChain qui est connu, il y a Stack, il y a HS Transformers, qui sont aussi des frameworks d'orchestration qui, eux, fonctionnent pareil avec toujours les mêmes notions, soit une partie intégration à un chat, qui peuvent utiliser et être étendus avec des plugins, qui peuvent aussi gérer cette notion de state ou de mémoire, c'est-à-dire d'apporter vos propres données, et sur lesquels, mais qui vont avoir certaines limitations. Typiquement, si vous développez Stack n'est disponible qu'en Python, LangChain c'est que du Python ou du JavaScript, ce qui fait que si vous êtes un développeur en Java, en .NET, vous êtes un peu coincé, vous avez que vos yeux pour pleurer. Donc côté Microsoft, en fait, et c'est la base aussi avec laquelle on développe nos outils, on a créé Semantic Kernel, sur lequel on s'est dit, on veut un framework extensible qui reprend le même principe que les autres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi avoir des plugins, on va pouvoir orchestrer différents types d'IA, hein, pas que ceux qui sont sur Azure. Hein, vous pouvez mettre des modèles sur OpenAI, vous pouvez mettre des connecteurs externes. L'idée simplement, c'est se dire, on veut un framework qui soit open source, qui puisse aussi être compatible avec les frameworks qui existent déjà et qui puisse être disponible dans plusieurs langages. Donc aujourd'hui, on a sorti la bêta de C# et en fait va arriver la 1.0 en 15 décembre, sur lequel justement il y aura du Java, il y aura du Python, du C#, ils sont en train de travailler sur des versions PowerShell, React, et l'idée c'est vraiment de faciliter le travail du développeur. Travail pourquoi? Parce que justement dans une application, le développeur il ne choisit pas forcément ses modèles, il y en a peut-être plusieurs qui sont à disposition, ça peut être riche, il y en a qui peuvent faire de l'audio, il y en a qui peuvent faire du test completion, il y en a qui peuvent faire justement du chat et qui vont être adaptés à certaines fonctionnalités et justement il va falloir qu'il dans son code s'adapte à tous ces modèles qui vont être exposés de différentes manières. Et il va pouvoir peut-être appeler aussi différents services qui sont fournis par les providers, peut-être votre base de données, et ainsi de suite. De l'autre côté, il va se dire, ah bah tiens, mais moi aussi je vais voir cette IA sur papier, si j'utilise que le chat GPT, ça ne suffit pas. Moi je veux mes données, je veux aussi mettre des règles fonctionnelles et je veux pouvoir l'étendre. Donc je vais pouvoir développer des plugins et créer mes copilotes. Et donc au milieu, pour justement que ça se passe bien et que tout se connecte bien, on va utiliser justement cette orchestration. Et c'est là où justement on va faire l'utilisation de Semantic Kernel. Donc, je vais vous faire une démo de Semantic Kernel. Pour ça, en fait, j'ai suivi le conseil d'Eric, puisqu'en fait, Eric m'a dit, écoute, il faut faire des applications modernes. Donc, moi, je me suis consulté sur les applications modernes. Donc, moi, mon application moderne, tout le monde la connaît. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas que je suis trop vieux, hein, c'est que vous êtes trop jeune. Sur lequel avait une fonctionnalité super avancée, on pouvait faire des choses vachement utiles. Et donc, sur lequel j'ai intégré justement mon OpenAI. Donc ça marche bien, je vais lui dire « Salut, comment ça va ?» C'est mon outil de travail de tous les jours. Ah, ça n'a pas marché la première fois. Hop, si c'est bon, là il m'écoute. Ça va bien. Au top, je suis avec Eric. Et Eric a une conf de dev. Donc voilà, donc on peut imaginer, là c'est l'intégration toute simple avec un chat. Et bah, écoute, on s'amuse super bien. Techniquement derrière, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai créé, j'ai simplement créé, moi de mon côté, qu'une API. Donc, je dois avoir ici une API sur laquelle simplement je prends le message, mon prompt, et j'appelle en REST API en fait mon endpoint OpenAI, sur lequel il me donne une réponse et je renvoie la réponse. Donc ça, je pourrais le faire avec plein de modèles, mais c'est-à-dire que je dois gérer leur type de retour, je dois gérer l'output pour le repasser sur un autre modèle, et ça peut être très compliqué. Je vais passer à un moment donné de la partie native à la partie syntaxique à la partie sémantique. Donc à ce moment-là, je me dis, bah, en fait, je vais pouvoir faire, moi j'aimerais plutôt avoir une intégration avec quelque chose qui me concerne, mon métier, mon fonctionnel, et peut-être surtout j'aimerais bien qu'on m'aide à faire tout ça. Donc là je vais passer en mode super smart, et donc là en fait la démo c'est, j'aimerais travailler justement sur, c'est un bot RH où je lui dis, bah, moi j'aimerais bien partir en vacances, donc en fait il faut vérifier si j'ai des congés, il faut que je pose une demande, il faut qu'il envoie un mail à mon manager et ainsi de suite. Et donc j'aimerais que l'IA fasse tout ça pour moi. Donc je vais lui dire, je veux partir en vacances du 1er mars au 15 avril. On va voir s'il accepte. Mais tu as vraiment il a droit accepté. au congé, Louis-Guillaume? Il me reste un ou deux. Donc voilà, il m'a répondu comme ça. Donc le formalisme, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce format de date derrière exprès. C'est moi qui lui ai demandé justement. Comment ça fonctionne derrière? Donc là, c'est simplement un autre API. Cette fois, je vais commencer à travailler sur le Semantic Kernel. Donc en fait, je vais avoir un kernel, je vais créer cet objet kernel, qui est vous voyez ça comme votre cerveau local, sur lequel je vais simplement l'initialiser. Donc quand j'initialise un kernel, en fait, je vais simplement lui lister
avec mes fichiers de config, leur dire voilà tous tes points de connexion, tous tes modèles IA, où est-ce qu'ils sont exposés. Donc là, j'en ai un pour du text completion sur Azure, j'en ai un aussi pour de l'unbending, donc c'est quand je rajoute des données. Je peux avoir une partie cognitive search, justement, c'est ce qu'avait démontré un peu avec la recherche de documents. Et donc, je lui donne simplement des connecteurs. La deuxième partie, après, c'est lui dire, bon, c'est bien, maintenant il a des connecteurs, mais comment il va l'utiliser? Si c'est juste pour faire du chat, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est l'étendre avec justement des plugins, ses skills, lui rajouter des compétences. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, ChatGPT, il s'est arrêté en 2021. Oui, parce qu'il a été entraîné, mais si vous lui donnez la capacité de chercher ailleurs, il peut le faire. Donc ici, je vais simplement créer des plugins, et on a plusieurs types de plugins. Donc je vais avoir des plugins que j'ai créés de manière syntaxique, c'est-à-dire que c'est mon code. Donc ici, c'est vraiment du code à moi. La seule règle, quand je veux un plugin, c'est simplement lui rajouter un attribut, lui dire ce que fait mon plugin. Parce qu'après, il faut que le kernel sache comprendre ce que fait ma classe. Deuxième exemple de plugin, donc je vais avoir des syntaxiques et ceux qui vont être sémantiques, où donc pour chaque dossier, toujours le même format. D'un côté, un petit fichier de config qui dit ce qu'il fait, donc la même chose, la description. Là, je lui dis, voilà, tu me donnes des dates et tu me les convertis. Ça, c'est juste l'explication. Je vais pouvoir aussi préciser les paramètres parce qu'il faut qu'il sache aussi comment il va mapper l'output d'un plugin à un autre. Ce n'est pas moi qui vais dire, tu prends ce paramètre et tu le mets là. C'est lui qui fait tout seul cette connexion. Et je vais aussi un peu jouer sur la configuration de mon modèle. Est-ce que je veux qu'il soit précis, je veux qu'il soit créatif et ainsi de suite, ou qu'il ne consomme pas trop de tokens. Et donc, l'intérieur d'un prompt, là, pas besoin d'être développeur, hein. L'exemple tout simple, moi j'ai un problème, c'est que la personne va partir en vacances et elle me donne parfois le 1er mars, elle va parfois me donner un format dans un format exotique. Moi j'ai besoin que pour que ça soit compréhensible par mon API, qui a été développé en interne, que ça soit dans un format que je maîtrise. Donc simplement je lui dis, écoute, aujourd'hui c'est ça, pour qu'il ait la notion du temps. Je lui dis, tu vas convertir deux dates, c'est pas moi qui lui donne les paramètres, il va simplement se dire, tiens, il va y avoir des notions de date qui s'appellent date de début et date de fin, et je veux que tu me les sortes en sortie. Et ensuite, on parlait des exemples de few shots. Donc, c'est des exemples. Je vais simplement lui donner 2-3 exemples pour qu'il comprenne exactement ce que je veux. C'est-à-dire que je pourrais le laisser créer. Potentiellement, il va réussir. Mais si je veux réduire cet risque de générer quelque chose qui ne m'intéresse pas, il va le faire. Il va être plus précis de cette manière. Techniquement, derrière, ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, on n'a que quelques minutes, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, j'ai créé un kernel sur lequel je vais ensuite charger des plugins. Donc, je vais lui dire, charge-moi tous les plugins HR, charge-moi tous les plugins qui correspondent à la réservation de vacances. Je vais l'appeler une première fois, donc je vais l'appeler de manière explicite, je vais l'appeler simplement un des plugins, je vais dire, par rapport à ce que je t'ai envoyé, comprends ce qu'il veut faire. Et donc, justement, j'ai un plugin qui s'appelle getIntent, qui lui dit qu'est-ce que la personne veut faire. Et ce plugin, je lui ai dit, je ne gère que les recherches de vacances, que l'envoi de mail au manager, qu'une démission, si vous voulez. Et donc là, simplement, il va comprendre le fait qu'il y a une entité, et ensuite, une fois que j'ai compris l'intention de la personne, je vais pouvoir avoir des process métiers tout faits. Donc là, par exemple, je vais faire de la séquentialité, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre des plugins bout à bout, et lui dire, ici c'est l'exemple, je vais lui dire, quand tu veux partir en vacances, première chose, tu essaies de comprendre les informations, le lieu, la date, la personne. Deuxième chose, tu essaies de décrire les données, parce qu'en fait, le format, forcément, en fonction du modèle, ça peut être du JSON, ça peut être de l'XML, et lui dire, écoute, quoi qu'il arrive, tu les mets au JSON et tu m'extrais bien les données. Tu les convertis en dates qui sont compréhensibles, et ensuite, tu appelles mon API interne à moi. Ça peut être une API externe, ça peut être une recherche sur Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, si je mets un breakpoint et que je vous refais la même chose, hop, je veux partir en vac du 1er mars au 17 avril, 16 avril. Simplement, on ne verra pas toute l'histoire parce que ça ne se débug pas de la même façon que du code avec du pas à pas. Je pense qu'il n'est pas parti. Il devrait s'arrêter quelque part par là. Voilà. Et on voit bien ici, en fait, tout simplement, cette méthode, il a compris automatiquement qu'il devait mapper la notion de date, où il avait dit 1er mars, où il me l'a converti au format 2023-0301 pour justement que je puisse le travailler. Et donc là, je peux avoir autant de process presque hard-codés dans le sens où j'ai décidé la séquentialité, mais c'est lui qui va les connecter les uns avec les autres. Ça, c'est bien, mais bon, j'aurais pu aussi le faire avec le code, et en fait, on va voir qu'on peut aller encore plus loin. Donc là, je peux passer en mode encore plus avancé, qui s'appelle le mode planeur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire au kernel, je vais dire, décide pour moi quel code tu appelles et dans quel ordre. Donc là, simplement, c'est la même chose. Je vais créer un certain nombre de plugins. Donc c'est les mêmes plugins. Il peut y avoir, je n'ai pas besoin de faire des choses beaucoup plus avancées. Donc je lui donne un certain nombre de plugins. D'un point de vue API, hop, c'est cet appel. Simplement, je vais créer une classe planner. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça, ce n'est pas le détail. Simplement, je vais créer un objet de type séquential planner. Donc il y a plusieurs types de planner dans le kernel. Il y a le basique où vous lui dites,
cherche la meilleure action à faire, donc décide pour moi. Séquential, lui dire cherche plusieurs actions pour obtenir le résultat, une seule fois. Il y a même le stepwise où simplement il va réfléchir plusieurs fois en boucle jusqu'à ce qu'il ait réussi le résultat final. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire une séquentialité, si ça ne marche pas, il recontinue et il itère. Ici, on va simplement se concentrer sur le séquential planner. Donc je vais passer dessus, je vais donner un exemple et je vais lui dire, voilà, j'aimerais partir en vacances à New York, quelles activités je peux faire, mais je ne lui dis pas ce que je veux faire et je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Donc je vais essayer de comprendre, là pour le coup on peut un peu plus débugger et comprendre ce qui se passe derrière. Hop, j'aurais dû mettre mon breakpoint ici. Ah, il est quelque part. Non, je ne sais pas s'il a eu son retour ou pas. Ah si, voilà, c'est bon. Donc simplement, j'ai mon planner, mon objet planner, et je lui dis, décide pour moi, je vais donner son prompt, donc je veux partir en vacances, et je vais essayer de comprendre comment il a pensé lui. Et si je regarde, alors désolé, on ne voit pas très bien, il y a son prompt, et en fait, il a décidé tout seul de faire plusieurs, d'utiliser plusieurs plugins. Donc moi, je lui ai créé un plugin qui permet de rechercher sur Internet, il a très bien compris que cette information à New York, il aurait pu se baser sur les données qu'il avait lui, mais il se dit, en fait, si je suis capable d'aller chercher sur Internet, je peux aller chercher des données plus récentes. Là, ça aurait pu être des données chez moi, ça peut être des données sur Wikipédia, sur un site d'e-commerce. Donc il a dit, je vais commencer par faire une recherche sur Internet, ensuite je vais le traduire, parce que potentiellement la source elle est dans plusieurs langues et ce n'est pas la langue que tu veux, et ensuite je vais créer aussi un plugin formateur qui dit, tu mets le résultat sous forme de bullet points. Donc je continue. Il devrait s'arrêter un peu plus loin. Donc là, il appelle les plugins les uns derrière les autres. Je vais regarder ce qu'il a obtenu. Et en fait, on voit un peu les différentes étapes. Je ne suis pas sûr que je puisse zoomer sur cette fenêtre. Mais donc, en fait, il m'a bien dit, on voit bien ici, et si je laissais continuer, je verrai dans le chat, tu peux aller à Times Square, tu peux faire des joyaux de quartier, tu peux aller les choses à New York, tu peux aller à Central Park, et ainsi de suite. Et donc ça, en fait, les possibilités sont infinies. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre manière de penser. Vous allez laisser l'IA sur certains process dire choisis pour moi. Pour ceux qui ont connu les bot frameworks, il fallait gérer des entités. Tapez 1, dites résilier. Tapez 2, vous avez ça un peu sur quand vous appelez votre banque. Si vous sortez d'un chouïa à côté, ils ne savent pas faire. L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose, un code qui s'adapte. Peut-être qu'il ne saura pas faire, il dira je ne sais pas faire. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir gérer une infinité de possibilités fonctionnelles à traiter. Et si vous avez donné les plugins pour le faire, le kernel va le faire. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ces kernels. La dernière chose, c'est ça se connecte à vos données, c'est extensible à volonté, c'est open source. Donc aujourd'hui, vous pouvez l'enrichir, vous pouvez créer vos plugins, les partager dans vos équipes. Et en fait, vous allez pouvoir vraiment faire énormément de choses pour justement créer ces applications du futur avec l'IA intégrée nativement dans vos applis. Merci. Pour clôturer, alors on va peut-être enlever la dernière partie. C'était celle-ci, on va la passer. Niveau 4, autonomie, l'IA fait tout pour vous, y compris l'inspection du code et la correction du code. Vous verrez ça à Ignite, donc ça arrive dans un mois. On a toute cette map avec tous les services Azure, on pourrait passer une matinée sur chaque, donc on se retrouve dans un mois, on sort du tunnel, donc on ne va pas le faire, mais vous pouvez nous poser des questions à midi si vous voulez creuser certains sujets. Voici ce qu'on a vu ce matin. Idea to Cloud, c'est on part de l'idée, on améliore la façon de répondre aux problèmes de notre business. Ensuite, s'il faut créer du code, attention, tout le scope du code, code, low code, no code. On améliore aussi cette partie-là, on ne fait que le code que nous seuls pouvons créer. Ensuite, on crée une application, on utilise des frameworks modernes et donc l'application, on la crée simplement ou plus simplement, on n'a pas besoin de comprendre tous les concepts. Et tout ça, on l'héberge sous le cloud et ça répond à nos demandes de nos utilisateurs finaux. On a bien compris, tous là, qu'on a un potentiel gigantesque. On part d'une page blanche, comme l'a dit Louis-Guillaume, et on a un potentiel gigantesque. La seule question qui reste, c'est qu'allez-vous construire? On vous a donné des exemples de nos applications, de comment nous avons réfléchi sur les usages de nos applications. Maintenant, c'est à chacun d'entre vous de faire le même effort et de se dire, voilà comment fonctionne mon application, voilà comment je pourrais l'imaginer demain. Ceci clôt cette matinée. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez rester entre experts, on a la partie Club Insider, donc vous pouvez vous inscrire et après vous serez invité à des événements un peu spécifiques, soit des hands-on, soit des cafés.
Pour chaque domaine, il y a des choses qui arrivent. Alors, il y a à peu près 4 ou 5 événements par mois sur chaque domaine. Donc, vous pouvez prendre là les captures pour avoir ceux du mois d'octobre, dès demain d'ailleurs, sur la partie DevOps et Advanced Security. Et il y a aussi les communautés online. Vous pouvez vous rejoindre les communautés online pour discuter entre experts, entre fans de la technologie.